Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire La Commission européenne programme une redistribution des cartes. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Heming, et j'ai le plaisir de vous présenter nos deux experts qui animeront ce webinaire. Emma Baller, principale chez Heming. Bonjour, je suis Emma Baller, chez Heming depuis plus de 20 ans et je suis expert évaluateur projet PME et FT à la Commission européenne également. Et Nicolas Gibaud, innovateur Process Manager chez Inspiralia. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Je laisse maintenant la parole à Emma qui va vous présenter les actualités de R&D. Emma? Oui, merci Delphine. Donc, pour introduire un peu notre webinaire de cet après-midi, on voulait seulement partager un peu avec vous les dernières actualités au niveau de R&D en France. J'imagine que la plupart d'entre vous le savez déjà que le Fonds unique interministériel est un peu sur la sellette actuellement. La plupart des fonds sont actuellement plus ou moins gelés. Il y a des discussions ou des rumeurs qui parlent d'une éventuelle requalification ou éventuellement association au programme PSPC. Rien n'est certain là-dessus. En résumé, il n'empêche, il est fort possible qu'il y ait une significative diminution sur les volets subventions pour plutôt plus proposer des services remboursables. Donc, face à ce constat sur l'incertitude des aides R&D en France, il est peut-être intéressant de se tourner un peu plus vers l'Europe pour voir comment ils pourront vous aider. Alors, je vous invite, pour commencer ce webinaire, nous allons faire un sondage où il va y avoir une certaine interaction. Donc, à vos claviers, je vais donc lancer ce sondage. Il s'agit d'un sondage qui avez-vous déjà essayé d'obtenir ou obtenu des financements européens pour vous aider à concrétiser vos projets innovants? Je vous laisse le plaisir d'y répondre. Je vais lancer ce sondage. Donc, vous avez la possibilité de répondre par oui, ce sont des subventions nationales, oui, des subventions de type instrument PME, oui, des projets collaboratifs européens ou non, aucun financement. Je vois que vous êtes tous en train de voter. Alors, nous en sommes à 57% pour des subventions nationales, mais la corde tient pas mal. Donc, je vous laisse encore quelques instants pour répondre à ce sondage et je vais le fermer et partager les résultats. Donc, je partage ces résultats avec vous, bien évidemment. Et par contre, je vais laisser nos experts répondre et commenter ce sondage. Emma? Oui, donc on voit clairement que la plupart de vous aujourd'hui, vous avez déjà bénéficié des subventions nationales. Certains d'entre vous, apparemment, soit en cours de demande pour les instruments PME où vous avez éventuellement déjà obtenu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que certains d'entre vous, même plus de moitié, vous avez déjà fait des projets collaboratifs européens. Donc, ça démontre que vous êtes vraiment plutôt des connaisseurs de sujet. Et il y a une toute petite partie qui jusqu'alors n'a eu aucun financement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en cours de route si notre langage n'est pas compréhensible. Merci pour votre participation. Merci Emma pour ces commentaires. Je laisse donc la parole pour la suite du webinaire. Emma, est-ce que tu peux nous passer le slide, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, Nicolas, peut-être tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler un peu des instruments de financement pour les projets à OTRL? Oui, merci Emma. En fait, l'objet de ce webinaire, c'est de vous montrer en fait des outils mis à disposition, alors pas tous parce qu'il y a une quantité importante par la Commission, mais ces outils mis à disposition pour les entreprises pour mettre donc des produits sur le marché. C'est on va dire une des innovations de la Commission dans ce dernier programme cadre. Premier point. Et le deuxième qui est important, c'est aussi de vous parler des évolutions de ces outils parce que il y a des informations qui nous reviennent sur le fait que la Commission veut faire évoluer de façon anticipée ces instruments, c'est comme ça qu'elle les nomme, pour dans un laps de temps assez court. Il faut d'abord les décrire pour qu'après on puisse vous montrer comment ça va changer.
Alors, deux choses. Ici, la première qui est très importante pour la commission, elle parle d'une échelle qui s'appelle le TRL, c'est Technology Readiness Level, qui est une échelle très simple qui va de 1 à 9. 1, en gros, c'est une idée que vous avez sur le coin de la table, et 9, c'est un produit prêt à être commercialisé. Ça permet de illustrer la maturité technologique de notre produit, notre solution. Et ce que fait la commission, c'est depuis assez récemment, ce n'était pas forcément le cas de façon si massive avant, elle accompagne en fait ce qu'on appelle depuis le TRL de niveau 6, ça correspond à un prototype, jusqu'à TRL de niveau 9, donc un produit à être commercialisé. Et pour cela, elle a mis en place, en face de ça, en fait, deux instruments. Un qui s'appelle le FTI, pour Fast Track to Innovation, et l'instrument PME. Je vais revenir un peu plus en détail après. Mais d'abord, le FTI, c'est important parce que c'est ce qu'on, à la base, c'était un pilote. Donc, elle a testé cette solution, la commission, et maintenant, c'est un outil établi de 100 millions d'euros mis chaque année. Donc, en 2018, 100 millions cette année, 100 millions en 2020. Donc, les 300 millions affichés. L'idée, c'est de permettre à un consortium, donc d'au moins 3 entreprises, de 3 jusqu'à 5, entreprises, associations, instituts de recherche, donc on parle d'entités, 3 à 5 qui vont pouvoir donc développer un nouveau produit. Elles ont un niveau prototype aujourd'hui et ce groupe d'organismes va se mettre ensemble pour en faire un produit commercialisable à la sortie. C'est, on va dire, un instrument qui est assez proche de ce qui peut se faire dans la philosophie de ce que faisait la Commission avant. 3 pays, donc il faut plusieurs pays dans ce consortium pour être éligible. Ce sont sur des projets, il faut qu'à moins 60% du budget aille aux industriels, qui soient des PME, mais aussi des grands groupes. C'est un peu ça qui est assez innovant. Et on est sur des projets généralement de 36 mois, donc 3 ans. Premier point. On reviendra un petit peu sur le FTI par la suite, mais là maintenant, le focus va être sur l'instrument PME, qui est le principal outil en fait à destination des PME. Donc 3 milliards d'euros sur la période, qui vise la même chose, en fait, partir d'un prototype et aller jusqu'à un produit qui soit commercialisable. Bon, maintenant, on va se focaliser sur l'instrument PME. Voilà, si tu vas un peu plus dans le détail sur l'instrument PME, justement, Nicolas. Oui, alors ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que c'est déjà une PME. Alors, il y a une définition très stricte au sens communautaire du terme, on dit. Donc, c'est une entreprise de moins de 250 personnes, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, donc c'est et, ou un total de bilan inférieur à 43 millions. D'accord? Donc, c'est 250 et chiffre d'affaires inférieur à 50 millions ou le bilan inférieur à 43 millions. Premier point. Le deuxième, il faut qu'il y ait on va dire, un potentiel à l'export. C'est très important pour la Commission. Elle ne souhaite pas avoir des produits qui vont rester sur le territoire national, qu'on soit français, suédois, allemand, etc. Il faut qu'on ait une possibilité d'exporter l'Union européenne à minima et idéalement un jour, pas forcément tout de suite, mais hors de l'Union. Et si c'est tout de suite, tant mieux. Mais si c'est à l'avenir, c'est tout à fait intéressant. Et ça doit être couplé à une ambition, donc de développer un nouveau produit. Donc il faut qu'il y ait une innovation. Et vous avez aussi un besoin donc financier conséquent. Les subventions attribuées vont de 500 000 à 2,5 millions d'euros. Très bien. Pardon, vas-y Emma. Oui, et donc c'est typiquement vraiment un projet d'industrialisation en fin de compte, tu disais. Oui, complètement. On est vraiment, tu as raison, on n'est pas sur la recherche et développement, mais bien sur les phases aval, les plus proches possibles du marché. Et donc cet instrument, il se déroule généralement en 3 phases, n'est-ce pas? Oui, exactement. En fait, on a 3 grandes phases qui ont été définies par la Commission. Alors, les 2 principales, donc ce que vous avez à l'écran se lit de la gauche vers la droite. On parle de phase 1, phase 2, phase 3. Alors attention, ça n'a rien à voir avec les phases cliniques. S'il y a des entreprises parmi vous qui sont dans ce domaine-là, c'est le même terme, mais ça définit des choses très différentes. Pour la Commission, la phase 1, c'est de proposer à la Commission une opportunité de business, on va dire. Voilà quel est le marché potentiel sur lequel je vais intervenir, voilà quelle est la technologie que je souhaite présenter. On est sur quelque chose d'assez macro, assez général. Ça, c'est la phase 1. Le but, c'est que vous allez en phase, pendant qu'on exécute la phase 1, ça s'appelle comme ça, faire une étude de faisabilité, ça prend jusqu'à 6 mois, c'est imposé, et pour cela, ensuite, être prêt finalement pour aller en phase 2. La phase 2, c'est l'objectif, c'est là où on va définir en fait quel est mon plan de développement technique et commercial, vraiment dans le détail en fait, et pourquoi est-ce que j'ai besoin donc de cette subvention qui est dans cette fourchette donc de 500 000 jusqu'à 2,5 millions d'euros.
euros. On est sur des produits qui sont commercialisables sur une période de 24 mois maximum. Et ensuite, lorsqu'on a gagné la phase 2, pardon, et qu'on l'exécute, eh bien, on a ce qu'on appelle la phase 3, qui est plus il n'y a pas d'argent, pas de subvention proprement dit, mais on est plus dans une phase de commercialisation. C'est la mise en réseau. Voilà. La commission, une fois que vous êtes rentré dans son club, hein, elle appelle ça comme ça, le club des meilleures PME au niveau européen, elle va vous accompagner par du réseautage, par des présentations auprès de d'autres investisseurs publics, d'autres acteurs, vous donner de la visibilité également pour votre produit. Et au niveau de cet instrument, quel type de technologie peut être financée? Alors ça, c'est effectivement très important. On va être sur forcément quelque chose d'innovant, c'est la clé. Hein. Alors innovant, c'est que ça n'existe pas sur le marché, c'est la définition qu'il faut prendre, la plus simple possible. Mais les technologies dont tu parles, Emma, c'est assez large en fait. Il faut prendre les domaines qui relèvent donc des technologies clés génériques. Hein. Vous aurez le lien dans la présentation. Pour vous donner, c'est une gamme très très large qui va depuis l'énergie jusqu'au transport en passant par la santé, même l'aérospatiale. On va dire que ça exclut des secteurs tels que les jeux, l'armement, voilà, mais on est quand même sur quelque chose de très très large. Une caractéristique de l'instrument PME qui, je pense, est importante, vous n'avez pas besoin de partenariat en fait. Et c'est clé, même dans les évolutions dont on va vous parler après. Une entreprise toute seule peut présenter l'instrument PME et être lauréat. On est sur une approche du bas vers le haut, bottom-up, comme dit la commission, c'est-à-dire que toutes les idées de PME sont évaluées de la même manière. Donc, on a déjà dit le plafond de 2,5 millions d'euros pour la subvention. Ce qui est important, c'est le taux de subvention. 70% des coûts sont portés par la subvention. Ça veut dire qu'il reste 30% à charge. C'est très important, on va y revenir dessus après également. Et enfin, le budget. Alors, on a vu que il y a des évolutions en France, notamment sur des réductions de certains budgets. L'instrument PME, c'est plutôt l'inverse. On est sur une croissance puisqu'on va augmenter de 10%, plus de 10% cette année, dépasser les 550 millions d'euros qui sont distribués, alors qu'en 2018, on était à 480 millions d'euros. Delphine, si on s'interrogeait un peu notre audience de nouveau, qu'en penses-tu? Et c'est une excellente idée. Alors, ce que je vous propose, c'est donc un second sondage. Alors, vous voyez la question qui vous est posée à l'heure actuelle, c'est quels sont les freins aujourd'hui qui vous empêchent de demander des subventions européennes? Vous avez maintenant les réponses qui s'affichent. Vous pouvez répondre plusieurs fois, en dire plusieurs, deux ou trois questions, de façon multiple, si je puis dire. Donc, la lourdeur administrative, l'ouverture à l'international, le manque de temps ou la peur de l'échec. Donc, je vous laisse répondre à l'ensemble de ce sondage. Je vais bientôt fermer le sondage. Encore quelques instants. Vous êtes 63% à avoir voté. Encore quelques-uns, 69 maintenant. Eh bien, écoutez, je vais maintenant fermer le sondage et maintenant partager les résultats avec nos experts. Nicolas, qu'en penses-tu? Oui, alors c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui sort, c'est que les deux points principaux, c'est la lourdeur administrative, donc la bureaucratie. En fait, quand je soumets une demande de subvention, waouh, dans quoi je m'entraîne. Et ensuite, et c'est tout à fait légitime parce que c'est effectivement quelque chose qui peut être rebutant, et le manque de temps. Donc derrière, le temps que je vais devoir prendre pour notamment préparer la proposition et ensuite bien exécuter ce projet. Donc c'est assez proche. Donc ça veut dire on a beaucoup de possibilités puisque l'ouverture internationale, on voit que c'est quelque chose qui est un frein très faible. Donc ça veut dire qu'on est plutôt sur des projets que vous avez en tête qui seraient éligibles. Merci Nicolas. Je vais donc redonner la parole à Nicolas de suite. Alors, Emma, si tu peux. Yes. Merci beaucoup. Oui, effectivement. On va faire un petit retour d'expérience sur le meilleur projet avec l'expérience que vous avez chez Inspiralia. Dis-nous, Nicolas. Oui, alors ça c'est effectivement, qu'est-ce qui fonctionne auprès de l'instrument PME? C'est basé sur deux choses. La première, qu'est-ce que demande la Commission? Et la deuxième, qu'est-ce que fait la Commission européenne? Et donc, qu'est-ce que fait? Nous, on l'observe au travers des plus de 400 projets qu'on a accompagnés depuis que l'instrument PME existe, donc c'était en juin 2014. Et on a remporté pour 150 millions de projets aujourd'hui, donc des phases de financement. Ça nous permet de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas.
trois grandes dimensions sur les projets pour l'instrument. On va commencer par la première, la principale, le marché en fait. Ce que veut la Commission, c'est qu'on mette un produit sur le marché et que ce soit un succès commercial derrière. Ce succès va être mesuré au travers du chiffre d'affaires, des bénéfices que vous allez générer pour vous. Et donc, il va falloir expliquer quelle va être la position que je vais prendre sur le marché, quel est l'impact que je vais avoir sur ce marché d'un point de vue économique. C'est vraiment, c'est fondamental pour la Commission européenne. Deuxième élément qui est très important, on parle beaucoup d'innovation. Il faut évidemment que mon produit soit excellent d'un point de vue technique. Ça veut dire qu'il n'existe, ce qu'on disait, il n'existe pas d'équivalent sur le marché aujourd'hui, même s'il peut y avoir des choses proches. Je suis innovant. Et enfin, on revient à cet enjeu qui est lié aussi au marché, hein, c'est le potentiel à aller derrière à l'export, à l'international, un jour. Hein, et pour cela, avoir des ressources derrière, avoir une stratégie. Et donc ça, ce sont des points qui doivent être extrêmement précis et clairs dans la proposition. Je vais aller un peu plus loin, un peu plus dans le détail juste après. Oui, Nicolas, si on regarde, enfin, on sait tous que les projets européens sont évalués sur trois critères principaux. Il y a l'excellence, l'impact et l'implémentation. Donc, en fonction de ces critères, quels sont vraiment les points d'attention particuliers à avoir en préparant ces projets? Oui, il faut vraiment avoir en tête ces trois dimensions-là, parce que la Commission est très, on va dire, structurée dans l'évaluation, évidemment. La première, c'est l'excellence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quelle est la technologie que j'ai, mais alors, quel est le besoin sociétal? Quel est le problème qu'il existe sur le marché? Et en quoi j'ai une opportunité et ma solution est bien la meilleure sur ce marché-là. Donc ça, c'est le premier point. Il faut évidemment qu'il y ait un besoin non adressé ou pas de façon satisfaisante. Et en quoi, évidemment, après, je suis innovant, unique, bien meilleur que ce qui existe. Donc ça, c'est le premier point. On va dire c'est fondamental, c'est le plus important. Donc je me répète, hein, c'est l'impact, c'est le marché en fait. Ce marché, il est caractérisé par une dimension, évidemment, il doit être très grand. On parle généralement de plus d'1 milliard d'euros au niveau mondial. Je sais le segmenter, je sais accéder. J'ai des cadeaux d'accès, comme on dit, à mes clients en fait. Comment est-ce que je vais vendre? Il faut être extrêmement précis sur ces étapes-là. Donc ça, on a remarqué chez nos clients, ça pouvait pêcher à un endroit qui est peut-être, je suis excellent techniquement, mais je connais peut-être pas très bien mon marché. Donc dans ce cas-là, c'est notre travail de venir combler, on va dire, ces défauts-là, ou le contraire. Et enfin, la dernière partie, la dernière section dans la proposition, c'est un peu le jargon, c'est l'implémentation, c'est la mise en œuvre. Qui je suis en fait? Pourquoi est-ce que je suis le meilleur, la meilleure entreprise pour mettre ce produit-là sur le marché et en faire un succès commercial en fait? De qui j'ai besoin? Quel est mon écosystème? Voilà. Donc on est vraiment sur la mise en œuvre dans cette section-là. Là, vous avez synthétisé, hein, évidemment, quelles sont les questions clés à se poser sur lesquelles il va falloir répondre pour pouvoir convaincre les experts de la Commission. Merci Nico. Donc pour peut-être illustrer un peu un retour d'expérience du côté plus des demandeurs ou des PME, nous avons avec nous un témoignage d'un de vos clients, hein, la société EP Tender. Donc on ne va pas diffuser le vidéo en live, vous pouvez en prendre connaissance suite à notre webinaire, mais si tu devais résumer un peu le retour d'expérience, Nicolas, que dirais-tu? Alors, ce projet-là, c'est un parmi d'autres, en fait. Il se trouve qu'on l'a en image, donc c'est l'avantage. On est sur une entreprise basée dans les Yvelines. Jean-Baptiste Segard, qui a créé cette entreprise, il a un passif dans le domaine de la finance, donc pas du tout technique. Et il s'est associé avec un directeur technique. Il a eu une idée pour mettre en place. Alors c'est assez original. Il a constaté que les voitures électriques ont évidemment, on le voit tous, une autonomie qui est limitée. Alors, maintenant, on est plutôt aux alentours de 200 km, 300. Certains modèles très haut de gamme, beaucoup plus, mais en moyenne, on va dire voilà, autour de 200 km. Ça convient très très bien pour 95% des usages qu'on peut avoir, quotidiens, hebdomadaires. Mais parfois, j'ai besoin de faire une distance plus longue, je sais pas, d'aller de Paris à Marseille, par exemple. Et dans ce cas-là, comment je fais? Eh bien, pas besoin de prendre notre véhicule ou d'avoir un second véhicule. Lui, il propose un attelage, donc une remorque qu'on va donc accrocher, on va monter sur l'autoroute. Il y a une station du concessionnaire autoroutier sur lequel on va donc prendre notre remorque qui va venir alimenter en fait la batterie de la voiture électrique et donc augmenter l'autonomie. Quand je sors l'autoroute à Marseille, je laisse cette remorque et ma voiture est chargée à plein, donc j'ai à nouveau 200 km d'autonomie. Donc aujourd'hui, on est sur un moteur thermique à l'intérieur de la remorque. Donc vous voyez, l'innovation est clairement pas dans le moteur thermique ni dans la remorque, mais dans le système d'attelage, ça c'est original. Et puis également dans un peu d'électronique à l'intérieur, donc je ne rentrerai pas dans le détail.
Ce qui est intéressant, c'est on est sur une start-up, hein. On était 2 personnes lorsqu'on a gagné l'instrument PME, qui avait été créé quelques mois auparavant et sur lequel la Commission européenne a parié. Super, très intéressant. C'est clair que moi, j'aurais bien voulu évaluer ce projet-là. Pour faire la transition, on voulait faire aussi avec vous aussi un petit retour d'expérience en tant qu'évaluateur à la Commission européenne, projet PME-FTI. J'interviens à ce titre depuis presque 5 ans maintenant. Avant dans le détail, peut-être partager avec vous très rapidement le processus. Donc là, j'ai illustré plutôt le processus PME. Mais il y a des similitudes aussi avec les FTI. Donc, sur le processus PME, le démarrage de cette évaluation, c'est toujours une évaluation qui est faite à distance par des experts indépendants de la Commission européenne, bien évidemment. Les experts enfin, il y a tout un base de données à la Commission européenne. Toute personne avec une certaine compétence peut évidemment s'inscrire dans cette base de données et pourrait être sélectionnée pour évaluer des projets, bien évidemment. Et ce sont des experts qui, pour certains, sont plutôt un peu spécialistes dans certaines thématiques aux sciences, mais ça peut être aussi donc des pures techniques, on peut dire, mais ça peut être aussi des personnes issues de l'industrie, issues de la banque, issues de l'innovation, de l'écosystème d'innovation au sens large. Donc, il y a une évaluation d'abord en phase 1 sur les 10 pages, donc à distance qui est fait, et ensuite, en deuxième étape, également une évaluation à distance faite par des experts, et en fonction des notes obtenues d'un ranking, la Commission européenne invite donc une partie des projets bien évalués pour faire des face-to-face interviews dans le cadre d'un jury. Et suite à cette dernière phase de l'évaluation, on peut dire qu'ils ont à peu près 50% de chances d'être retenus pour être financés. Dans le cas de l'instrument FTI, il n'y a pas de face-to-face. C'est uniquement une évaluation à distance, plutôt 4 experts de la même façon, en sachant que la différence, c'est qu'il y a une phase de consensus, c'est-à-dire que d'abord, les évaluateurs, on évalue séparément les projets et ensuite, on discute entre nous via la plateforme de la Commission européenne, bien évidemment, jamais par téléphone ou quoi que ce soit, toujours à l'écrit, où on ajuste notre appréciation finale sur le contenu des commentaires. On ne touche pas aux notes, on apporte uniquement, on se met d'accord sur la formulation des recommandations, enfin, pas recommandations, mais l'état d'évaluation tout simplement. Donc, à ce titre, moi-même, j'ai évalué énormément de projets, presque plus de 200 projets au total pendant ces années. Donc, j'ai eu un certain retour d'expérience. Et ce que je voudrais surtout mettre en lumière avec ce retour, c'est il faut surtout retenir, maintenant on le voit un peu moins, mais au début, il y avait beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de personnes qui proposaient des projets plus à connotation R&D et qui n'étaient pas forcément à TRL6, qui n'étaient pas forcément un large commercialisation. Donc, si j'ai un premier commentaire ou recommandation à faire, c'est vraiment que ces projets financent un déploiement d'une innovation et pas vraiment le développement. De la même façon que la technologie doit être mature et démontrée dans un environnement quasi opérationnel, donc à TRL6 et supérieur. Donc démontrer, ça veut dire que mettre des photos sur des prototypes, démontrer, etc., des caractéristiques obtenues, etc. Il faut être très précis. Il faut aussi comme Nicolas a bien dit, hein, il faut que le projet soit ambitieux pour vous, dans votre domaine et pour l'Europe. Donc vraiment ambitieux dans le sens commercialisation, ambitieux aussi dans le sens de l'innovation et la valeur apportée, ainsi de suite. Aussi de prouver votre connaissance du marché. C'est clair qu'il faut vraiment convaincre que vous êtes vous-même capable de bien positionner votre nouveau produit sur le marché et emmener vers la commercialisation et l'acceptation des utilisateurs. Et bien évidemment aussi prouver la capacité, votre capacité de mener à bien ce projet qui est souvent extrêmement ambitieux. Donc, ce qu'on voit en fait, ce que tu dis Emma, c'est que le dossier doit être tourné comme un dossier investisseur en fait, hein, où il va falloir le convaincre sur le fait que j'ai bien un projet, j'ai bien un produit, une solution derrière et surtout une structure, une société, une organisation qui va permettre de déployer ce produit sur le marché. Absolument, d'autant plus dans le cadre de l'instrument PME, c'est clair que vraiment la notion société est cruciale parce que c'est monopartenaire aussi, donc il faut vraiment bien démontrer que non seulement le projet, le produit est solide, mais aussi que celui qui va le porter ce projet a toutes les capacités nécessaires.
Donc, pour peut-être terminer un peu sur mon retour d'expérience, bien évidemment, il faut avoir une présentation très soignée, notamment quand il s'agit de vraiment des dossiers complets, que ce soit les phase 2 ou les FT, peu importe. Il faut que ce soit facilement compréhensible, facile à lire, pas noyer d'informations partout, bien réfléchir sur les messages clés à mettre en avant, et faire en sorte que ces messages soient entendus et compris. La partie impact doit être extrêmement convaincante. Les projections commerciales que vous ambitionnez, il faut clairement l'expliciter, expliquer comment vous arrivez à ces chiffres, quelles sont vos premières hypothèses, quels sont vos premiers marchés que vous allez viser, bien évidemment, que les retombées attendues soient réalistes. C'est-à-dire que si vous dites que voilà, je ne sais pas, d'ici quelques années, on va avoir vendu, je ne sais pas, atteindre un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros, et si aujourd'hui même, vous n'êtes même pas capable de dire que vous avez des premiers clients qui sont intéressés par votre solution, déjà, c'est un peu compliqué. Donc, à ce sujet, sur l'intérêt du futur, classiquement, on voit beaucoup de lettres d'intention passer, ce qui est évidemment très intéressant pour les évaluateurs. Mais il faut faire très attention. Bon, déjà, il faut que ce soit lisible. Parfois, malheureusement, les scans ne sont pas top, mais surtout qu'il faut que ce soit personnalisé. Vraiment que le client futur ou le stakeholder qui signe cette lettre, il faut bien qu'il exprime pourquoi ce projet est intéressant pour lui, quel est son intérêt, qu'est-ce qu'il va en tirer. Pour nous, c'est extrêmement intéressant de voir ces éléments venant d'ailleurs. Et après, une autre petite précision, que la personne qui les signe doit être quand même quelqu'un qui doit avoir un certain statut et pouvoir de décision dans la structure qui s'engage, bien évidemment. Il ne faut pas oublier évidemment que les personnes qui expertisent ces dossiers ne sont pas français, donc il faut vraiment utiliser un langage simple anglais. Voilà. Ils sont indépendants, ils ne vont pas communiquer entre nous, on ne communique jamais entre nous si ce n'est que dans la phase consensus dans FTI éventuellement. Mais l'évaluateur est face à son appréciation tout seul, face à son projet. Comme vous avez, certains d'entre vous le savez déjà, les programmes européens sont extrêmement compétitifs. Donc, en tant qu'évaluateur, on ne compte pas les bons points. Malheureusement, on compte plutôt les mauvais points. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être excellent partout. Et un moindre défaut quelque part peut faire basculer votre projet dans le parti non-financement. Donc, il faut être vraiment complètement solide partout. Les prochaines échéances, Nico? Oui, tout à fait. Alors juste avant ça, effectivement, juste pour vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Elles commencent à arriver en fait, mais n'hésitez pas à les poser dans le module que vous avez à droite. Comme ça, on pourra répondre à la fin dans quelques instants. Oui, alors les prochaines échéances. On a justement sur la diapo suivante un planning en fait qui vous donne l'échéancier. C'est important parce que la commission marche par deadline, par cut-off, elle appelle ça. Donc il y a 4 par an. La toute première est le 13 février, donc étant le 5, c'est bien trop tard. La suivante pour la phase 1 est le 7 mai. Alors, c'est là où on rentre dans les évolutions, parce que c'est lié à ça. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est que l'instrument PME est dans un outil qui s'appelle Horizon 2020. Horizon 2020, c'est 80 milliards d'euros. L'instrument PME, on l'a dit, c'est 3 milliards. Le FTI, c'est 300 millions sur les 3 ans. Horizon 2020, donc fini au 31 décembre 2020. Et après, il y a un nouvel programme cadre qui sera mis en place, qui va s'appeler Horizon Europe, on connaît le nom, et qui sera augmenté, le budget se passera à 100 milliards. La Commission va mettre en place, on le sait, elle a annoncé de l'aide, un soutien, elle va poursuivre son soutien pour les PME, spécifiquement pour les aider à aller sur le marché plus vite, à leur permettre de voir plus grand, en fait. Donc, ça va être pérennisé. Alors, ce qu'elle va faire, c'est, elle va faire évoluer les noms, etc., mais la philosophie, ce sera toujours là. Maintenant, on sait 3 choses en fait importantes pour nous aujourd'hui. La première, c'est que la Commission souhaite tester ce qu'elle appelle des pilotes, c'est-à-dire anticiper ce qu'elle voudra mettre en place en 2021, l'anticiper soit en 2020, peut-être en 2019. La deuxième, c'est que les phases 1 et phase 2 vont changer de nom, donc probablement il y aura un changement un peu différent également. Mais la première chose, c'est que les phases 2 vont s'appeler sûrement Accelerator, donc ce sera le nouveau nom, et elle va venir en fait résoudre des problèmes qu'elle a constatés. Le premier étant que le taux de subvention, on l'a vu, il est de 70% du coût total. Pour certaines entreprises, financer les 30% restants, c'est difficile, elle a constaté. Et donc, elle prévoit, la Commission, d'aider ces 30% restants
qui ne sont pas couverts par la subvention, avec un système de financement mélangé, voilà, on appelle ça de blended finance dans son jargon. Ça veut dire qu'il y aurait de la subvention et également, pourquoi pas, des prises de participation au travers d'une société créée ad hoc au Luxembourg, qui viendrait donc prendre part dans l'entreprise. On est sur quelque chose, d'optionnel, et qui doit être défini encore. Enfin, dernier point qui est important pour nous de savoir dans les évolutions, il est également possible que les phases 1 de l'instrument PME évoluent et que ça se trouve, elles soient dès le deuxième semestre changées ou alors en 2020. On ne sait pas. On sait que la Commission doit réfléchir dessus. Et maintenant, les certitudes que l'on a, c'est que le prochain call donc du 7 mai, il est garanti par la Commission européenne. Donc c'est aujourd'hui la meilleure opportunité que l'on a pour aller à l'Europe à l'instrument PME, c'est de gagner la phase 1, notamment donc sur le call du mois de mai, pour ensuite préparer la phase 2 ou le futur accélérateur qui sera son petit frère sur les sessions suivantes. Donc c'est vraiment, on est sur des changements qui peuvent être techniques, sur les templates, les modèles d'évaluation, mais également sur les calendriers qui sont remis. Aujourd'hui, si on va sur les sites de la Commission, j'y suis allé ce matin, les dates sont conservées, les budgets sont conservés, donc on est sur tel que c'est décrit aujourd'hui, c'est ça qui est proposé par la Commission. On vous tiendra au courant, évidemment, c'est les évolutions. Nicolas, Calendrier, donc, pardon, ouais. Emma. Sur les FTI, par exemple, je pensais, quel est le calendrier pour les FTI? Ah oui, oui, effectivement, tu as raison. Alors, le FTI, on est sur pas 4 calls, mais 3 dans l'année. Donc là, sur la diapo que vous avez sur l'écran, il y en a 4 pour les phases 1, 4 pour les phases 2. Pour le FTI, c'est 3. Le prochain, c'est le 21 février, donc c'est effectivement trop court. Mais le suivant, qui serait intéressant si vous avez des projets, c'est le 23 mai. Et le dernier de l'année sera au deuxième semestre, donc le 22 octobre. Super. Donc, voilà, donc on est sur des calendriers qui laissent le temps de travailler comme il faut. Et maintenant, voilà, ça, exactement. Les prochaines échéances, pour pouvoir clôturer, c'est le fait que préparer un instrument PME ou un fast track, un FTI, c'est la même chose. Ça demande du temps en amont pour le rédiger. Généralement, il faut 6 semaines pour rédiger un dossier de 10 pages pour la phase 1. Ensuite, il faut exécuter la phase 1, ça prend 6 mois. Et ensuite, il faut présenter le dossier de phase 2. Porte à porte, il faut compter sur des projets d'à peu près 12 mois pour pouvoir obtenir des financements sur l'instrument PME. Un tout petit peu plus court sur le fast track, mais pas beaucoup plus parce que les évaluations sont un peu plus longues. Donc voilà, c'est l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Alors maintenant, ce qu'on voulait voir sur la dernière diapositive, pour pouvoir bien, c'est vous montrer les lauréats aujourd'hui que nous, en tout cas, on connaît chez Inspiralia. Qu'est-ce qu'il y a comme les caractéristiques, en fait, nos recommandations s'il fallait les définir. Alors peut-être toi, Emma, tu as des illustrations, en fait. Oui, oui, je voulais partager avec vous une dernière petite recommandation en tant qu'évaluateur. Ce que j'aime bien voir dans les projets, et ce que je vois parfois, mais pas toujours, c'est justement un peu les client use case scenarios. C'est vraiment où on illustre les unique selling points pour le futur client. Donc, il s'agit de pas uniquement illustrer les caractéristiques innovantes de votre produit process, mais vraiment dans le contexte de son scénario client. Donc, quels sont vraiment les bénéfices de ces caractéristiques pour votre client dans leur settings, dans leur emploi et utilisation tout simplement. Et il faut bien, dans ces client use case scenarios, prendre en compte la notion de value for money, donc vraiment le coût de cette solution que vous avez proposée, comment les bénéfices aussi économiques pour les clients et autres va pouvoir justifier son coût. Donc, en gros, c'est vraiment, il faut donner dans le dossier, de mon point de vue, aussi le réel sales pitch que vous allez mettre en œuvre pour commercialiser cette solution, que ce soit dans son projet PME ou FTI en fin de compte. Et de ton côté, Nico? Oui, ce que tu viens de dire, c'est vraiment très, très important, effectivement, et c'est ce qu'on retrouve dans les projets lauréats. Il y a également la concurrence. C'est important pour les évaluateurs, le jury de la Commission européenne, c'est de voir qu'on connaît notre panorama concurrentiel, peut-être parfois que partiel, c'est une partie de notre chaîne de valeur, mais on sait qu'elle existe en fait. Évidemment, c'est pas le concurrent, on a l'habitude de dire, il n'y a pas de marché. Et enfin, il faut présenter l'équipe. C'est de plus en plus important pour la Commission. On a des humains en face de nous qui ont réussi des choses dans le passé, qui ont des prix, enfin voilà, qui soutiennent, et potentiellement, ce que tu disais Emma plus tôt, en fait, des clients déjà convaincus. Alors certains ont déjà signé, alors sont déjà des clients ou des prospects. Voilà, on sait déjà mobiliser cet écosystème autour de nous. On l'a déjà fait, ou alors on sait trouver les experts sur le marché pour pouvoir nous accompagner dans le projet. Voilà.
Ça, on est sur, pour finir, en fait, des exemples de lauréats. Alors, vous avez, en France, j'en ai pris également Proton Main en Suisse ou en Italie, comme le Zephyr, l'hélicoptère que vous avez sur la droite. Vous avez, c'est vraiment illustratif. Vous avez des startups de quelques personnes jusqu'à des PME de plus de 200 personnes. Vous avez des secteurs de technologie de l'information. Si je prends à gauche Kivivo, on est sur un thermostat intelligent, mais c'est de l'algorithme en fait. Au secteur agricole, Métaphora dans le secteur de la santé, ils sont à Paris. Mensiatech est à Rennes, Datapol à Paris également, Lipofabrique dans le Nord. Toutes les régions sont représentées en fait pour l'instrument PME aujourd'hui. Merci Nicolas, merci Emma pour l'ensemble de cette présentation. Ce que je vous propose, c'est que nous passions à la partie questions. C'est d'ailleurs le cas parce que nous avons un certain nombre de questions qui nous sont posées. La première que je vais donc énoncer, c'est: le dossier doit être rédigé en anglais. C'est une question qui nous est posée par nos auditeurs. L'un d'entre vous souhaite y répondre? Oui, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement la langue de travail c'est l'anglais, la proposition qui est soumise à la commission est en anglais, mais également le jury en fait à Bruxelles quand vous êtes invité. Donc là tout se passe en anglais effectivement à ce moment-là. Emma, tu souhaites ajouter quelque chose? Non, on peut éventuellement soumettre un dossier en français, mais dans ce cas, on doit donner une traduction en anglais, donc ça n'a pas de sens. Donc effectivement, c'est en anglais. Ok. J'ai une autre question qui nous est posée. Donc, quel est le taux de succès de cet instrument? Peut-être, Nicolas, tu peux nous répondre? Oui, alors l'instrument PME, maintenant on commence à avoir du recul depuis 2014, ce sont des milliers littéralement de projets déposés, hein. Les entreprises qui ont vendu cette opportunité, ils vont de façon massive. On est sur des subventions assez conséquentes voilà. Aujourd'hui, le taux de succès constaté moyen, il est de 5%. Il faut avoir ça en tête, hein. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Parfois c'est 6, parfois, ouais, mais c'est l'ordre de grandeur. Il y a des solutions pour l'augmenter, hein, puisque nous, on constate des taux de succès plutôt à plus de 35% aujourd'hui chez Inspiralia. Donc il y a des moyens d'augmenter la qualité, et ça, on pourra vous en parler plus en détail. Merci, Nicolas. Et peut-être une dernière question. Est-ce que la phase 1 est obligatoire? Et est-ce qu'on peut directement entrer en phase 2? Oui, effectivement. Là, on vous a montré le processus qui est phase 1, phase 2, qui est le processus qui a été conçu par la Commission européenne. Il existe une exception à la règle, on le voyait dans la diapositive qui est présentée. La phase 2 existe, est possible. Elle a fonctionné au tout début de l'instrument et on a constaté que c'est de plus en plus difficile. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de gagner en faisant ce qu'on appelle une phase 2 directe, tout simplement parce que quand on gagne une phase 1, eh bien, on a 6 mois où on va préparer notre dossier, améliorer notre projet spécifiquement pour l'instrument. Donc, on va arriver de façon, on a plus de ressources derrière, de façon beaucoup plus préparée que ceux qui font peut-être une phase 2 directe. Donc, c'est possible, mais c'est aujourd'hui, en tout cas, tant que la phase 1 existe, c'est pas recommandé. Merci, Nicolas. Ce que je propose, c'est peut-être d'afficher les contacts de nos experts, s'il y avait besoin de les contacter. Est-ce que, Emma, tu peux nous passer la slide correspondant à vos coordonnées? Oui, je vais seulement peut-être apporter une petite réponse. Je suis en train de regarder les questions en live. Il y a quelques nouveaux qui nous sont parvenus. Il y a une question sur les éligibilités des coûts. Et là, il faut savoir que, contrairement à éventuellement des dispositifs de financement nationaux, les éligibilités de coûts, c'est à partir de la signature de contrat avec la Commission européenne jusqu'à la fin du contrat. Donc, ça veut dire que c'est pas quand on dépose le dossier, c'est quand on a obtenu le financement et on a signé le contrat. Et ensuite, il y a aussi une question sur le dernier slide où on parlait de client use case scenario, où quelqu'un se pose la question, est-ce que ça peut être un patient, est-ce que ça peut être un partenaire de développement? Donc, sur ces réponses-là, effectivement, ça peut être les deux. Un client, ça peut être, on peut avoir des clients multiples. Ça peut être vraiment toute entité qui va utiliser ou votre produit ou votre process dans leur usage, tout simplement. Donc, les coordonnées, je vais les afficher ici à la fin. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes questions futures. Merci beaucoup, Emma. Je rappelle à l'ensemble de nos participants que nous vous ferons parvenir la présentation dans les 48 heures à venir. Nous espérons avoir répondu à l'ensemble de nos questions. Je me tourne vers Nicolas pour lui dire merci pour son intervention. Merci, Delphine. Ainsi qu'à Emma. Merci, Delphine. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.